Bienvenue à bord, merci beaucoup d'être là parmi nous. Je pense qu'on est complètement en contexte ce soir avec les tribunes et les monuments autour pour donner la parole à un de nos super clients Paris 2024, en l'occurrence en la personne de Julien. On n'a pas trop l'habitude de faire intervenir un client qui s'apprête à journée dans quelques semaines, quelques mois. Donc sans plus attendre, je vous présente Julien. Julien, bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, bonjour à tous. Donc, comme vous en doutez, je travaille pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ça fait 2 ans et demi que j'ai la chance de bosser pour ce magnifique projet. Avant ça, j'ai bossé 5 ans pour le groupe L'Oréal et je vois pas mal d'anciens collègues et d'anciens managers notamment. Donc voilà, pas mal de chemin depuis. Et puis voilà, on va vous raconter tout ça. Merci de nous raconter tout ça, Julien. On va parler des JO. On va parler des JO, ce que tu y fais. Donc il me semble que tu fais partie d'une équipe qui est purement digitale, on en parlera un peu plus tard. Mais ça fait un moment que tu fais du CRM, tu l'as dit, tu as des anciens collègues de chez L'Oréal qui sont là. Et si on rentre dans le sujet donc, des Jeux Olympiques 2024, Paris 2024, Ania, je peux te confier l'émission. Ouais. C'est trop sympa. On s'arrange. Est-ce que tu peux nous donner quelques grands chiffres ? C'est une ancienne collègue de Julien, ils sont sympas chez L'Oréal. Et ils sont aussi clients élevage. Une télé-qualité. Ah oui, t'es chez Coty, bientôt client. Julien, tu nous présentes les grands chiffres de la compétition. Ouais, je vais pas lire la slide, mais il y a, voilà, je vous laisse lire, mais il y a quelques chiffres qui manquent, et on va y revenir un peu plus tard, mais il y a 1068 sessions. Donc une session, juste pour info, parce que je vais pas mal le citer au cours de la présentation, c'est un événement à une heure donnée dans un site de compétition. Donc 1068, c'est comme si vous pouvez imaginer une pièce de théâtre qui est jouée 1068 fois pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est ce qui se prépare. Le chiffre qui manque aussi, c'est ce que vous pouvez voir un peu autour de vous, notamment quand même pas mal dans Paris Centre, parce que nous on appelle Paris Centre. Donc tous les sites de compétition, il y en a 32. En réalité, il y en a un peu plus de 50. On estime que notamment la Concorde, je ne sais pas si certains sont passés devant, mais il y a pas mal de gradins différents. On a 3 arènes différentes sur la Concorde. Donc en fait, nous on considère, notamment au sein de Paris 2024, que c'est 3 sites de compétition distincts. Donc on en compte plus d'une cinquantaine. En parlant de sites, parce qu'on dit Paris 2024, mais en fait c'est JO, c'est aussi les JO de tous les Français. Et donc on a des sports qui sont répartis un peu sur toute la France. Il manque Châteauroux pour le tir professionnel, si je ne dis pas de bêtises. On a le surf à Tahiti, la voile à Marseille. Et donc ce que je propose, c'est qu'on regarde juste quelques très très jolis sites. Donc pour commencer, tout le monde en connaît, c'est sûr. Le Grand Palais qui vient d'être totalement rénové, qui est spectaculaire. Ce sera encore plus joli en vrai. Ensuite, on a le château de Versailles, incroyable. Je ne sais pas si vous vous projetez, mais moi j'ai envie d'y aller. Ensuite, ça c'est petit kiff personnel de la Marina de Marseille. Et enfin, le préféré de Julien. Ouais, le stade Tour Eiffel, pas loin d'ici. Je sais pas ceux qui auront la chance d'aller voir du beach volley ou du C6 foot pendant les Jeux Paralympiques au stade Tour Eiffel. Et pour le coup, moi j'ai vu des photos depuis le site de compétition. Donc j'ai pas été à l'intérieur, mais la photo on rend pas hommage à la beauté du lieu et à la beauté des gradins. Donc voilà, je vous invite à acheter des places. Je crois qu'il en reste encore sur le beach volley. Donc, ce sera grandiose. Alors, on va arrêter de faire parler Julien tout seul, on va vous faire participer un petit peu. On a préparé quelques questions. Première question, donc juste pour vous ramener un petit peu en arrière, les tout derniers JO qui ont eu lieu à Paris avant cela ont eu lieu il y a 100 ans. Donc c'était Paris 1924. Donc il y a de grandes chances que les prochains soient à Paris 2124 et non pas 3024. Tout le monde l'avait. Et puisqu'on se parlait de site, est-ce que des personnes vont reconnaître ce stade qui en fait est le seul site qui était déjà présent en 1924 et qui va accueillir les JO cette année? Quelqu'un le reconnaît? Allez-y. Hein. Alors ça, c'est la discipline. C'est la discipline. Si, c'est ça, elle l'a. C'est ça. Yves du Manoir, absolument. C'est le stade Yves du Manoir à Colombes et qui va accueillir le hockey sur gazon. Et mention spéciale quand même pour Florence pour citer le nom du site qui s'appelait le stade Colombes pendant les Jeux de 1924. Et du coup qui s'appelle maintenant le stade Yves du Manoir. Ah c'est vrai. Magnifique.
Tout à fait, qui était le club historique du Racing de Paris. Ouais, exactement. On continue. Pour la première fois, on a des JO qui sont complètement paritaires. On a autant d'hommes que de femmes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, si on reprend les tout premiers JO, donc pas ceux de 1924, mais ceux de 1900, qui saura deviner combien de femmes ont participé à ces JO? 3, un peu plus, c'est plus. C'est plus, on n'est pas en pourcentage, on est même en valeur absolue, allez-y. C'est pas loin, vous êtes pas loin. Combien? 10 plus, c'est plus un petit 20, qui a dit 20? C'était 22, donc c'est pas toi. C'était 22, oui, tout à fait. 22 pour 975 hommes. On est très 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 loin de la parité. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'ai pris des notes qui sont là. Donc les sports féminins de l'époque, c'était le golf et le tennis. Mais également, on avait des femmes sur des sports mixtes comme l'équitation, le volley et le croquet. J'avais pris des notes, mais je le redirai. Ensuite, on continue. Cette année, il y aura un seul sport qui ne sera pas mixte, mais qui sera uniquement féminin. Tous les sports où on retrouve des hommes, on retrouve des femmes. Mais quel est le seul sport où on ne retrouvera pas d'hommes, qui n'est pas représenté par les hommes? Qui peut dire? Pas la gymnastique. On vous entend pas, allez-y. On l'a eu. C'est Marianne, nos clients sont formidables. C'est la natation artistique, plus connue sous le nom de la natation synchronisée. Et si vous voulez aller voir, c'est au centre aquatique qui se situe juste à côté du Stade de France à Saint-Denis, dans le 93. Magnifique. On continue avec la prochaine question. Donc en 1924, saurez-vous me dire combien de médailles au total a remporté la France? Un peu plus? Un peu plus, je n'oublie là. Je crois que c'est 22. Je crois que c'est 23. 22 aussi, je crois, ouais. Et la réponse est alors, 38. 38, donc 13 en or, 15 en bronze et 10 en argent. Non, 15 en argent et voilà. Une dizaine de chaque. On en a presque terminé avec les questions-réponses. Et on va finir avec 2 chiffres. Alors, si vous avez bien écouté Julien, 1068, qu'est-ce que c'est? Les sessions. Bravo, c'était bien ça, les sessions. Et enfin, 10 000. Alors celui-là, il est très difficile à deviner. Je vais laisser Julien commenter, c'est un de ses préférés. Attends. Ah, mais je vous laisse deviner du coup. Ouais. Un indice? Mais pour vous donner un indice, on le retrouve sur tous les sites de compétition et surtout en hauteur. Les drapeaux, j'ai entendu. Exactement. Je sais pas, mais j'ai entendu drapeau en tout cas. C'est derrière. Effectivement, en fait, pourquoi je l'aime, parce que en fait, en arrivant chez Paris 2024, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées qui s'occupe des drapeaux. Alors, je ne pensais pas qu'il y avait un job qui était de s'occuper juste des drapeaux. Mais quand on voit l'ampleur du chiffre, 10 000 drapeaux, c'est énorme. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais notamment en France, on a changé la couleur du bleu juste avant les élections de 2017, si je ne me trompe pas. Non, 2022, pardon. Et Macron a changé le drapeau avec le bleu marine. Il l'a pas communiqué parce que pendant les élections, ça faisait un peu tâche. Mais voilà, en gros, tous les drapeaux changent très régulièrement et c'est une équipe qui, du coup, est obligée de se renouveler constamment. Ils font des drapeaux dans une dimension très spécifique et il faut, du coup, les acheminer sur les différents types de compétitions. Et au-delà de ça, il y a un deuxième sujet qui nous tient à cœur chez Paris 2024 et qui me tient à cœur aussi particulièrement. C'est la partie héritage. Vous devez vous poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de 10 000 drapeaux après les Jeux. Et en fait, il y a une équipe qui est en charge justement de cette partie héritage, de comment on va utiliser donc toutes les infrastructures qui sont mises en place, effectivement tous ces éléments en fait qu'on va utiliser qu'une seule fois pour un événement. Et ben justement, il y a une équipe qui va essayer de les acheminer, de les réallouer sur différents, par exemple, comités nationaux olympiques ou autres, pour qu'ils les réutilisent dans différents pays. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Julien. On va passer maintenant à de quoi on se parle. Quelles sont les disciplines? Tu vas nous parler des Olympiques et des Paralympiques. Je sais que ça aussi, c'est très important parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques. Ouais. J'ai l'impression de faire un instant promo Paris 2024, mais il y aura un instant promo Relevant aussi. Non, encore une fois, j'espère que vous aurez la chance d'aller sur un de nos sites de compétition et
et justement vivre les jeux, que ce soit les jeux Oli ou les jeux para. Il y a des sites grandioses justement, et je pense que c'est aussi la beauté des jeux de Paris, c'est que vous vous retrouvez au cœur de Paris, à côté de super monuments, etc. Enfin, on a vu le château de Versailles, le Grand Palais, la Tour Eiffel, mais voilà, il y a plein de lieux iconiques qui sont utilisés. Les Invalides aussi, très beau. Et puis voilà, je pense qu'on a une petite vidéo, je crois, pour introduire les Jeux paralympiques. Très bien. Alors, normalement, le prochain clic. Merci beaucoup. Ah mince. Ah, Ça, je sais pas. 2 secondes. On a besoin du câble jack, s'il vous plaît, de la Fuga. On va recommencer parce que la vidéo, elle est incroyable. On peut la montrer à la fin, sinon. Le temps de faire le setup. On peut la montrer à la fin, Mais si tu ça veux. casse l'histoire, quand même. Ah, si tu veux, comme tu veux. C'est la chef. Bon, mais on va faire ça. En effet, quoique le câble jack est là. Non, on va réessayer. Merci. Je pense que c'est bon là. J'ai remis le câble jack. Non. Ok. Julien, tu as des choses à dire peut-être en attendant sur les premières impressions? Parce qu'on ne va pas se mentir, Julien et moi, là, il y a 10 minutes, on avait un track d'enfer. Ouais. Ça va? Ouais, je sais pas, une petite bière, non? Il faudrait. Si tu veux commander quelque chose à boire, c'est le moment. Non, bah c'est bon, ça va aller. Ça va. Alors, apparemment, il faut que tu parles plus près. Ça va bien? Ouais, super. Je vais trouver bien la vidéo. Je vais faire ma petite photo qui va bien. Alors, instant pub, c'est super. Merci Rebecca. Ça, si tu veux, ça. Je pense, ouais, c'est bon, merci beaucoup. On continue, et donc maintenant on va rentrer dans les coulisses de ton travail, ce que tu fais, et ce que tu ne feras bientôt plus, mais tu vas nous raconter comment ça se passe. Donc là, ce qu'on voit en photo, c'est le Kojo, comme tu l'appelles. Tu vas nous dire où il se trouve, qui s'y trouve. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, qu'est-ce que tu croises à la machine à café, par exemple? Si tu as des exemples à nous citer, ça nous intéresse. Je vais commencer par la fin. Je pense que vous le savez, mais notre directeur c'est Tony Estanguet, donc on le croise régulièrement et j'ai encore croisé ce midi. Mais on peut croiser Teddy Riner qui passe dans les bureaux, Alexis Pinturo, Grand Corps Malade, Thomas Pesquet, François Hollande qui ne prévient pas et qui débarque dans le bureau et qui veut rencontrer les équipes. Voilà, donc c'est un peu aussi la magie des jeux, c'est qu'on est dans un bâtiment qui voit passer énormément de têtes connues qui viennent à faire la promotion des jeux ou qui viennent aussi pour organiser. On a souvent notamment des ministres qui viennent. Donc voilà, c'est assez impressionnant au début, mais après on s'y fait, c'est assez marrant. Et après, effectivement, donc ça c'est le bâtiment de Pulse, qu'on appelle Pulse. Il est à Aubervilliers. Aujourd'hui, il y avait, je crois, à son apogée, il y avait 3000 personnes dedans. Et là, on est, je pense, plus peut-être 200, 300. Enfin vraiment, on a réduit tous les effectifs. Et tout le monde allait sur site, justement, sur les sites de compétition, il n'y a que les fonctions centrales dans laquelle je suis, notamment, qui restent du coup à Pulse. Et à Pulse, on peut retrouver tout ce qu'on appelle tous les Operation Centers. Donc moi, je fais partie d'un Operation Center, j'en parlerai après. Mais on a notamment le MOC, le Main Operation Center, tous les acronymes sont en anglais, parce qu'on travaille avec le CIO notamment, qui est le centre névralgique des jeux. Donc toutes les grosses décisions sont prises à ce niveau-là. Moi, j'en fais pas partie, mais je suis dans une sous-cellule, entre guillemets, de ce Main Operation Center. Magnifique transition. Est-ce que tu peux nous parler de cette cellule qui, si je ne dis pas de bêtises, existe pour la première année? Donc, si vous vous souvenez, les derniers JO, ils ont eu lieu au Japon avec pas de spectateurs. Et aujourd'hui, on attend des millions de spectateurs.
Et pour la première fois, vous avez mis en place une équipe full digitale qui leur est consacrée. Qui retrouve-t-on dans cette équipe? Et tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette construction? Ouais, donc là, en fait, c'est 2020. Donc ça, c'est l'équipe digitale de 2020. Donc, il y a une personne, elle s'appelle Jeanne. Elle est toujours dans l'équipe. Et celle qui a construit toute l'architecture CRM, dont on va parler plus tard. En tout cas, elle était vraiment à la base du projet. C'est elle qui a mené notamment l'appel d'offres pour sélectionner Salesforce, Salesforce Marketing Cloud et Service Cloud en termes d'outils. C'est elle qui a mis en place le premier modèle de données. Donc, pour revenir un peu sur le projet, la première base de données qui a été créée, c'était sur le Club 2024. Donc, en fait, on recrutait des gens pour devenir membres du club. Et alors, il y avait un peu ce claim qui était de gagner un dossard pour le marathon pour tous. Donc, c'était un peu la première façon de recruter des gens. Vous allez me dire, est-ce qu'on a recruté beaucoup de gens? Bah oui, en fait, on a recruté 600 000 personnes d'un coup. Moi, quand j'étais chez L'Oréal, on était à 300 000, je pense, contacts, quelque chose comme ça. Et je pense que même ça. Non, mais 300, sur ma marque. Non, mais sur ma marque. Et après, on est passé à un peu plus. Mais en tout cas, en élément de comparaison, c'était en l'espace de quelques mois, on avait créé une base de données assez folle. Et donc ça, c'était 2020. Si on passe à la slide suivante, donc moi, je suis arrivé en 2021, fin 2021, juste avant l'ouverture de la billetterie. Un de mes premières missions, moi, ça a été de décommissionner. En fait, il y avait pas mal d'équipes qui avaient créé des petits CRM à droite et à gauche. Et donc, mon premier rôle, c'était de décommissionner tous ces outils et créer un peu le RCU de Paris 2024. Donc, on avait du Splio, du Mailchimp, etc. Donc, on a tout enlevé. J'avais notamment la base de données des athlètes à supprimer si jamais j'ai le mail de Didier Deschamps, si vous voulez lui dire un truc par rapport au niveau jeu de l'équipe de France. Voilà. Voilà, très RGPD. Et voilà, et en fait là, j'en ai pas parlé aussi, on était à une fréquence de 1 email par mois. Donc voilà, rien d'incroyable. Et c'était le seul canal qui était activé à ce moment-là. Et là, d'un coup. Et là, bim, arrive l'ouverture de la billetterie en décembre 2022. On passe de 500 000 à 4 millions en l'espace de 2 mois. Voilà, avec des taux d'ouverture qui atteignent les 80% sur toute sa base. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que je ne retrouverai pas ça dans une autre boîte. Alors attends, comment tu t'y prends à ce moment-là pour chauffer les IP, t'assurer qu'il n'y ait pas de problème de délivrabilité? Parce que quand tu passes de 500K à 4 millions, il y a quelques questions à se poser. Est-ce que tu as un plan de contingence, des backups? Enfin, raconte-nous un peu les dessous techniques, pas trop non plus, mais un petit peu. Ouais, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement, on a plusieurs IP qui sont chauffés. On a des IP de backup aussi, si jamais en fait notre réputation elle tombe. Ça fait partie effectivement de ce mot qu'on utilise pas mal, c'est-à-dire plan de contingence. Je parlais de 2024, on en parlera plus tard, mais c'est préparer l'imprévu. Donc c'est se dire à un moment donné si voilà, on a un souci au niveau des communications, elles partent plus, etc. On a un premier backup qui est de changer de serveur Salesforce, tout simplement. On a un deuxième backup qui est de changer d'outil, notamment. Donc si jamais en fait nos communications tombent, et on fera un focus sur les communications prioritaires, parce qu'on a forcément des communications plus commerciales, mais en tout cas voilà, le focus et les communications prioritaires sont des communications liées à l'expérience spectateur, pour que les gens arrivent bien sur site. On continue. On continue 2023, donc là on est 7. Alors je compte en haut, sur la partie droite de la slide, c'est Numberly qui nous a rejoint du coup en 2023. On a fait une refonte totale du data model. On a inclus notamment des nouveaux programmes. Donc déjà la billetterie, le fait d'avoir pour la première fois aussi des données e-commerce. Et juste pour vous donner des chiffres, le site de la billetterie c'est 1 milliard. Donc pareil, en l'espace de 2 ans, il faut construire un site, aller atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires pour justement générer des revenus pour les jeux. Donc ça aussi c'est une prouesse. Alors ça c'est une autre équipe qui le gère, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est quand même assez notable pour le souligner. Et enfin on arrive 2024. Ça c'est l'apogée 2023, non? Non, c'est 2024. Ça c'est vraiment le début d'année, donc gros recrutement. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail du Digital Communication Center. Donc, le Digital Communication Center, il a 2 objectifs. Le premier, c'est de gérer toute la communication spectateur, donc le sujet sur lequel moi je bosse principalement. Le deuxième sujet, c'est de soutenir, du coup les ventes de la billetterie et tout ce qui est en dehors des sites de compétition. Donc, tout ce qui est animation, vous allez voir le Club Paris 2024, vous allez retrouver l'Olympiade culturelle avec plein d'événements culturels en lien avec les jeux.
Donc voilà un peu les deux gros sujets, et je rentrerai un peu dans le détail sur la partie spectateur, expérience spectateur. Et donc là, on trouve effectivement les enjeux. Donc, pour donner des exemples sur cette slide, pour que vous puissiez vous mettre un peu dans le jeu, et vous verrez quelques emails. Mais les messages clés de pédagogie, donc pour la première fois, donc c'est un événement qui est avec des billets 100% digitaux. Donc il n'y a pas de PDF, il n'y a pas de billets mobiles, c'est littéralement un QR code. Et ce QR code change en fait. Alors j'ai pas les chiffres, mais on m'avait dit quasiment toutes les minutes pour éviter effectivement la fraude. Donc ça, c'est un gros enjeu de faire comprendre aux gens, et aussi forcément les générations un peu plus âgées, qu'ils ne pourront pas se ramener avec un PDF ou un billet papier. Le deuxième, c'est fluidifier l'accès aux sites de compétition. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les transports parisiens ne sont pas les plus prévisibles du monde. Donc il faut qu'on arrive à donner aux gens plusieurs solutions, et surtout gros enjeux au niveau des Parisiens. Donc j'imagine que tout le monde ici est parisien. Mais si je vous demande comment vous allez au Stade Roland-Garros ou comment vous allez au Parc des Princes, vous n'allez certainement pas me dire le RERC. Et bien pourtant, pendant les Jeux, je vous conseille fortement d'utiliser le RERC. On a pas mal de sites dont on dit qu'il y a une coactivité. Donc Paris Centre, pour vous donner une idée, vous avez le Grand Palais, vous avez les Invalides, vous avez la Concorde, vous avez le Stade Tour Eiffel, vous avez le Stade Champ-de-Mars. Vous avez tous ces sites-là qui vont tourner en même temps, ce qui veut dire que vous avez des flux spectateurs qui arrivent à tous les endroits en même temps. Si on redirige toutes les personnes au même endroit, forcément, ça va créer de la congestion. Les gens ne vont pas forcément être acheminés à temps sur les sites de compétition, et de la frustration, etc., potentiellement des problèmes de sécurité. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils aient les bonnes infos et que ça aille au bon endroit au bon moment. Préparer au mieux les spectateurs à l'expérience sur site, ça pour le coup, c'est tout ce qui est Instadia, donc c'est les animations sur site. Il y a deux enjeux au niveau de l'animation sur site. Notre premier enjeu, c'est de faire venir tous les spectateurs, donc bien avant leur compétition, pour qu'ils puissent profiter un peu du lieu, etc., des animations. Notamment, le site de la Concorde a proposé des concerts, des mises en avant d'athlètes, etc. Mais il y a un deuxième enjeu aussi qui est un peu moins marrant, mais ça rentre dans les plans de contingence. Si jamais il faut créer de la rétention sur site, justement pour ces problèmes de congestion entre les différents sites de compétition, si à un moment donné, par exemple, Île-de-France Mobilité, qui est notre partenaire, nous indique qu'il y a trop de monde dans une station de métro, on peut nous demander de retenir les gens sur site. Et ça, c'est justement de leur dire, restez potentiellement sur site, profitez des animations, mais rien de problématique entre guillemets. C'est juste créer un peu de rétention. Soutenir les ventes, j'en ai parlé, ça de toute façon la billetterie, vous avez juste à aller sur le site de la billetterie pour voir que tous les billets ne sont pas vendus. Et amplifier l'expérience spectateur, donc j'en ai parlé rapidement, mais il y a tellement de choses de plus qui sont organisées par Paris 2024 que juste les compétitions. Il y a tous les clubs Paris 2024, il y a le Parc des Nations, vous avez le Parc des Champions qui sera quelque chose d'assez exceptionnel et assez inédit, dans lequel vous aurez des athlètes qui vont venir présenter leurs médailles. Il y aura des concerts, etc. et c'est totalement gratuit. Donc tout ça est totalement gratuit. Et il y a tout ce qui est organisé aussi par l'Olympia culturelle, qui est du coup, il y a une équipe au sein de Paris 2024 qui est dédiée pour justement organiser ces événements. Donc nous, nos enjeux, c'est vraiment de transmettre tous ces messages aux spectateurs et aussi aux visiteurs. Super, je te laisse reprendre ton souffle quelques secondes. Tu nous as parlé de l'expérience spectateur. On sait qu'il y a énormément de visiteurs étrangers qui vont arriver, et puis surtout, on est invité à Paris. C'est qu'on a des choses à dire ensemble. Donc je pense que si on est partenaire aujourd'hui, c'est parce que vous avez voulu et vous allez aller très très loin dans la personnalisation de tout ce que vous proposez comme interaction à vos spectateurs. Tu vas nous en parler. Il me semble que vous avez fait un choix hyper audacieux de vous adresser à vos clients en 9 langues. Donc on imagine ce que ça peut représenter d'animer, de préparer, de communiquer autour de 1068 sessions sur des millions de téléspectateurs, et ce en 9 langues avec toute la dimension imprévue dont vient de nous parler Julien. Et donc c'est là-dessus qu'on va passer un petit peu de temps à partir de maintenant. On va tout de suite regarder, alors ça on en a déjà parlé, c'était pour illustrer la partie très digitale, et donc on peut passer sur les communication, si tu veux rentrer dans le détail de celui-ci ou le prochain qui est expérience spectateur. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais les membres du club, c'est la première base de données. Elle existe toujours, cette base de membres du club. C'est cette base qu'on active aujourd'hui pour justement promouvoir la billetterie ou les événements.
Donc c'est une base, forcément on a besoin d'avoir le consentement des personnes, du RGPD, et c'est pas un spectateur, pour le coup c'est des emails transactionnels, donc toutes les personnes qui ont acheté un billet recevront des emails. Là, du coup, vu qu'on parle un peu de Real Event, on a effectivement le premier bloc Real Event. Alors tout le monde, je pense que tous les clients Real Event utilisent la timer et vous allez dire ah super, il nous présente un truc qu'on a déjà vu 100 fois. Mais voilà, le timer, pour vous donner un ordre d'idée, on l'avait utilisé sur le tirage au sort. On l'avait mis de manière dynamique en fonction des créneaux de passage des gens sur le tirage au sort. On avait une 50aine de créneaux et du coup on avait un timer qui leur disait votre créneau va ouvrir dans 48 heures. Dès que le créneau ouvrait, on avait un deuxième timer qui se mettait en place et qui du coup déclenchait le slot en disant vous avez 48 heures pour acheter. Et ça du coup on l'a mis en place sur, je sais j'ai plus les volumes, mais sur des millions de contacts qui avaient été tirés au sort sur la billetterie. Si on passe à la slide suivante. L'expérience spectateur, donc encore une fois, ça c'est le sujet que j'ai le plus. Donc là, vous avez en avant-première un email qui sera envoyé c'est l'email tout à gauche qui sera envoyé pendant les jeux. Et je vais juste m'attarder un peu sur celui-là que je trouve aussi intéressant. C'est le petit bloc que vous voyez là. Donc, comme disait Sonia, on a 9 langues. Donc, via Real Event, on peut justement personnaliser, individualiser le contenu sur ces 9 différentes langues. Yueing, je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas c'est un prénom qu'on a récupéré dans la base de données. On avait aussi l'appétence sport de la personne. Alors là pour le coup sur ce cas-là c'était justement la personne qui avait acheté une discipline et en fait on lui mettait justement son prénom en lui disant ça va être toi pendant les jeux. Mais on l'a aussi fait sur la base des membres du club en leur disant par exemple donc Julien ça peut être toi avec le site de compétition de la discipline qu'ils aiment pour leur dire ça pourrait être toi pendant les jeux. Donc ça, c'est un peu les 2-3 premiers use cases qu'on avait fait sur Real Event au tout début. Il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu plein d'autres. On va continuer à avancer. Et on va prendre un cas très très concret qu'on aime beaucoup. Que là, on va d'abord regarder et après, sur lequel on va prendre un énorme risque. Je laisse un peu de suspense. Pareil, donc avant-première. Donc ça, c'est un email J-1. J'en ai pas trop parlé. Et puis... mais en fait, une personne peut avoir, alors une personne en moyenne a 3 à 4 billets pendant les jeux, à peu près. Mais une personne peut avoir jusqu'à 50 sessions. On a un séquençage de communication qui contient à peu près 6 emails, 10 push, 2 SMS. Donc je vous laisse faire le calcul, mais si vous faites ça x 50, en fait ils vont nous détester, ils vont nous dire merci, mais en fait par exemple 24, j'ai pas envie d'avoir toutes ces infos. Donc gros enjeu de faire en sorte qu'ils aient juste les informations clés pour leur session. Donc on a mis en place techniquement énormément de règles de pression commerciale et notamment le J-1, si une personne a une session une ou 2 sessions le lendemain, en fait le premier bloc qu'on va utiliser c'est celui-ci. Je me décale. Donc si la personne a une session, elle verra s'afficher ce bloc-là avec les informations de sa session. Donc tout ce qui est dessus, donc le picto, le rugby, enfin la discipline, le site de compétition, la ville, plus quand la session commence. Donc tout ça est dynamique, personnalisé par Real Event. Ça aussi, alors c'est normal, vous allez me dire il y a une coquille, mais comme on est à J-1, je vous laisse imaginer que ça durera moins de 24 heures, donc c'est normal d'un point de vue créa de voir que 24 heures. Mais ça fait un peu peur, on a 560 heures d'une première session. Je sais pas si... Moi en tout cas ça me fait peur. Nous ça va. Pas très bien dit. Mais du coup, si la personne a une deuxième session, ce bloc-là en fait vient remplacer celui-là pour sa deuxième session. Donc là, imaginez que le rugby à 7 n'est pas de 17h30 à minuit, mais c'est de 10h à midi. S'il a une deuxième session de rugby à 7 ou n'importe quelle autre discipline, dans son même email, on va venir lui afficher ces 2 sessions. Le lien aussi est dynamique, on a des guides spectateurs dédiés sur chacune des disciplines et chacun des sites de compétition. Et donc, on redirige vers ce lien, vers le bon lien aussi de la personne. Encore une fois, il y a 1068 sessions. Vous imaginez bien que si on devait faire je sais pas pour ceux qui connaissent Marketing Cloud, mais de la MP Script, ou juste de la personnalisation via Marketing Cloud. Alors, j'ai certainement des gens de cette forme dans la salle qui me diront « Mais si c'est possible, avec Interaction Studio !» Mais en fait, il faut avoir des ressources techniques pour le faire. Et c'est là où Real Event a un avantage compétitif assez incroyable, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un profil technique pour le faire. Et en fait, les personnes aujourd'hui qui font de la créa dans nos équipes ne sont pas formées en fait, pour aller dans Marketing Cloud, changer la MP, changer la créa, etc. Et en fait, dans Real Event, c'est bien plus simple. Même principe pour ce bloc-là. Donc, s'il y en a un, du coup, il n'y a que celui-là qui s'affiche. S'il y a 2 sessions, il y aura 2 sessions qui vont s'afficher.
Et dernier bloc, avant-dernier bloc, pardon, sur le J-1, donc la météo de demain à Saint-Denis, bah c'est pareil, on vient lier l'information de vous avez une session au Stade de France, le Stade de France il est où? À Saint-Denis, on vous met la météo du lendemain et on a toujours un petit message de prévention s'il y a une canicule, s'il y a des intempéries, etc. Et gros enjeu aussi au niveau des objets interdits. Si vous arrivez sur un site de compétition avec une gourde d'1,5 litre parce qu'on est en mode canicule, bah en fait on peut vous refuser, enfin pas l'entrée, mais en tout cas on vous refusera de rentrer avec cette gourde puisqu'on est limité à 75 centilitres. Un parapluie d'une taille, je ne sais plus combien de centimètres, du coup ne rentrera pas non plus. Les casques de moto, enfin bref, en tout cas il n'y a pas de consigne. Donc voilà, je vous invite fortement à lire les emails et regarder exactement les objets interdits. Mais voilà, gros enjeu de notre côté, donc il y a un vrai impact terrain aujourd'hui sur les communications et on est le premier touchpoint avec lesquels les spectateurs interagissent aujourd'hui. Merveilleux. Donc, quand Julien dit qu'il ne peut pas rentrer avec une gourde, il ne parlait pas de moi. Je fais plus de 75 cm. Je vais prendre un risque, Julien, tu vas devoir commenter. Donc, on a dit qu'il faut être technique et on est capable de gérer des impondérables. Je tente un truc, puisque Valentin, notre directeur technique, m'a confié cette responsabilité. Il est tout au fond, si je veux savoir, je vois le sourire. Je vais tenter une démo pour vous montrer comment ça marche en temps réel et je vais faire le voice-over. Je vais d'abord aller sur mon mail. Ouais. En fait, j'en ai parlé et cette phrase, on l'aime bien, je parlais dans le 4, on prépare l'imprévu. On a énormément de simulations, de test events, on se remet énormément en question. En fait, on met en place ce qu'on appelle des politiques et procédures. Donc, on va dire, en exemple, si par exemple il y avait un problème de transport, il faudrait déclencher une communication, un SMS, un email, un push. Et en fait, on travaille du coup ces politiques et procédures, on les met en application pendant des simulations, on revoit du coup les politiques et procédures en fonction des simulations, ensuite on les teste sur des test events, donc avec des spectateurs en réel. Encore une fois, il y a des choses à corriger, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, ça dure plusieurs mois, ça peut durer même plusieurs années. Et notamment dans les différentes choses que nous on a eues de notre côté, c'était pas forcément utile de forcément déclencher une nouvelle communication sur un problème. C'était potentiellement juste d'indiquer l'information au sein d'un email qui allait partir directement. Pour ceux qui connaissent Marketing Cloud, en fait, modifier une communication, on a 90 parcours, ça peut être relativement chronophage et ça peut demander énormément de temps. Donc, en gros, on a mis en place un bloc relevant qu'on appelle le bloc info chaude, qui va être en démo dans quelques secondes. Et c'est quoi l'objectif? C'est que quelqu'un donne un potentiel incident? Regarde, je viens au stade avec l'envie. Oui, on montre l'info chaude. Voilà, donc en fait, ce bloc-là, il est rempli quoi qu'il arrive. Donc, mais par exemple, je ne sais pas quelle session c'est, mais disons que c'est une session d'athlétisme au Stade de France. Et je ne sais pas si quelqu'un veut nous donner un incident qui pourrait arriver, une porte qui ferme. Moi, j'en ai un. Ah, t'en as si jamais? Oui, j'en ai un. En fait, la station de Bercy va être fermée. Exactement. Bah voilà, la station de Bercy doit être fermée. Donc on a ce wording qui a déjà été créé, qui existe déjà dans une bibliothèque de contenu. Est-ce qu'on a bien vu le plan de transport en bas à droite? Ouais. Ouais. Pardon, excusez-moi. Allez. Ouais, en fait, il y a deux blocs. Il y a ce bloc d'info chaude et il y a le bloc des transports aussi. Donc là, le plan de transport change à un instant T. Et donc on nous demande de modifier le contenu avant qu'il parte, même au moment même s'il est déjà parti. Et donc voilà, en fait, en 2 secondes, sur un fichier spreadsheet, Sonia, elle a juste pris le contenu, elle l'a mis dans son fichier spreadsheet, elle a pris un deuxième contenu et en fait, elle a juste refresh côté relevant. Et ça, c'est l'email qui partira, ou en tout cas, même s'il est parti, il est voilà, exactement. Et la station de Bercy, du coup, est fermée. On a déjà des plans de transport pour certaines sessions, pour certains sites de compétition, sur lesquels on a des stations qui sont fermées à un instant T. Mais que pour certaines sessions. Encore une fois, 1068 sessions, on n'a pas fait 1068 versions des emails, mais du coup, grâce à l'event, on peut du coup modifier le plan de transport à la session. Et donc là, si on prend cet exemple, c'est que la session du jour de Bercy où on dira la station Bercy est fermée. Voilà. Je pensais entendre des bruits de dingue dans la salle. C'était pas dingue là ce que vous avez vu? Non, car moi, quand je l'ai fait tout à l'heure pour essayer, je me suis dit, dans un spreadsheet, je change un événement et ça me lâche mon email. On en reparlera, on peut passer à la suite. Tu nous disais que tu travailles à prévoir l'imprévu. Et donc, j'ai quelques questions pour toi, Julien. Attends, je reviens près de toi. On a parlé des top spectateurs. Alors ça, c'est pas de l'imprévu, mais comment déjà tu gères la pression? Si moi, j'ai prévu d'aller voir
6 sessions demain, comment tu ne pourris pas et comment tu fais en sorte, alors tu l'as un peu expliqué, mais mettons qu'entre-temps, j'ai récupéré le billet qu'un ami avait acheté pour moi et finalement, je passe de 1 à 5 sessions. Oui, il y a un truc qu'on fait, il y a un an, on était en réflexion un peu, mais quels sont nos objectifs en fait en termes de com et gérer la pression commerciale, passer aussi par parler à la bonne personne déjà dans un premier temps. Quand vous achetez un billet pour un événement, n'importe lequel, aujourd'hui, on peut vous demander de transférer votre billet. Mais transférer votre billet n'implique pas forcément que la personne à qui vous avez transféré le billet est la personne à qui vous allez parler, in fine. Nous, déjà, c'était un vrai enjeu technique de ne plus parler à une personne qui a un billet, mais à parler à un billet qui est du coup à une personne. Et c'est aujourd'hui comme ça, c'est la logique technique qu'on a derrière la communication spectateur. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, sur la pression commerciale, du coup, là, pour le coup, c'est bien un individu et pas au billet. Mais si une personne a effectivement 10 sessions, on va faire en sorte qu'elle ne reçoive pas 2 fois la même communication. Donc ça, déjà, c'est un premier point. On va quand même lui transmettre toutes les informations qui sont essentielles, donc notamment le J-1, si elle a 1 ou 2 sessions, on verra quoi qu'il arrive. Des SMS pour leur indiquer quand le site va ouvrir. Pareil, c'est quelque chose qui va toujours être envoyé aux spectateurs parce que, en fonction des sites de compétition, ils peuvent ouvrir 1h30 avant, 2 heures avant, 3 heures avant. Et donc, c'est pareil, c'est une information essentielle. Et si par exemple, j'ai un autre exemple pour les pushs, qui a quand même un canal moins important sur les différents types d'informations spectateurs, on envoie des pushs pour indiquer aux gens qu'on a des concessions food and beverage, donc pour des nourritures et boissons. Et ben ça, pour le coup, on ne va pas lui renvoyer 15 000 fois le même push en lui disant va consommer, etc. Ça, pour le coup, on l'envoie qu'une seule fois sur le site de compétition et une seule fois dans son parcours global. Super. Juste avant de faire le bilan, on se demandait si tu dors bien la nuit, parce que en fait, ça fait 3 ans que tu travailles sur quelques jours, quelques semaines, et que, tu vois, moi, juste pour cet événement-là, j'ai eu quelques sursauts il y a 2 nuits, pas l'année dernière, merci, ça s'est très bien passé, mais il y a 2 nuits, j'ai eu quelques sursauts en pensant à cet événement. Est-ce que tu as pensé à tout? Comment tu fais? Ouais, on dort pas beaucoup, pas parce qu'on fait la fête, hein, mais ouais, on est pas mal sous pression. Enfin, en tout cas, plus la date approche. Pour donner un exemple, quand on était chez L'Oréal, on avait un go-no-go meeting. On pouvait se permettre de dire, dans 3 mois, c'est bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Là, la date butoir, elle arrive, et puis en fait, pareil 2024, peut-être que vous en rendez pas compte à votre niveau, mais on le voit. Moi, je le vois partout. Dès que je me balade dans les rues, je vois le look of the game, donc voilà, la charte graphique des jeux. Dès que j'allume la télé, je me retrouve avec une pub de Carrefour qui dit allez, les jeux Paris 24 avec Carrefour. Bah super. Du coup, je le vois partout et forcément, quand on le voit partout, on n'endort pas trop la nuit. Mais en fait, non, ce qui est incroyable au niveau des jeux, c'est les volumes. Les volumes sont juste fous. Je pense que quand on parle de 13,4 millions de billets, et puis en fait, j'ai adoré bosser chez L'Oréal. Je serais peut-être un peu péjoratif, vous le verrez comme ça, mais vendre des crèmes, il n'y avait pas d'enjeu aujourd'hui sur le terrain. Et si on n'envoyait pas un mail, c'était pas la fin du monde. Mais Paris 2024, pour la première fois qu'on a fait un test event, je me suis rendu compte à quel point nos communications avaient un impact terrain et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc ça, pour le coup, on est forcément sous pression. Et c'est pour ça qu'on prépare énormément l'imprévu. Parce que ça va forcément arriver. Alors, c'est pas forcément l'imprévu technique, mais c'est l'imprévu terrain. Et voilà, donc on a un nombre de test events, de simulations qui est quand même assez dingue. Et on avait encore une simulation il y a 3 jours, enfin 4 jours. Super, et là on espère que vous allez tous savoir, on va faire le bilan. Et donc, j'ai une question à te poser qui est est-ce que tu as, toutes choses étant égales par ailleurs, un super apprentissage à nous partager? Il n'y a pas de bon ou de mauvais apprentissage. Non, pour ceux qui me connaissent, qui sont dans la salle, moi je suis pas quelqu'un de très politique. Et en fait, j'ai appris ce que c'était la politique politicienne au sens propre du terme. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez avoir un ministre qui vous pas directement, mais en tout cas qui peut appuyer une décision, et puis en fait, du coup, vous l'écoutez. Hein. Vous n'allez pas lui dire, non, monsieur Darmanin, on ne va pas envoyer ça. Donc voilà, il faut faire valider un certain nombre de messages dans tous les sens. Et donc, du coup, il faut mettre, alors pas son ego de côté, mais en tout cas, on pense des fois avoir la solution à notre niveau, etc. Mais en fait,
les sachants sont les personnes de l'État, notamment. Et donc, c'est eux qui vont nous donner toutes les guidelines pour faire en sorte que d'un point de vue sécuritaire, ça se passe bien. Et on travaille main dans la main avec eux, justement, sur tous les messages et pendant les simulations pour faire en sorte que ces énormes événements fonctionnent bien. Donc voilà, donc moi j'ai appris du coup à justement écouter. Déjà, c'est la première chose. Et puis non, après, d'un point de vue perso, technique, etc., en fait, bon, c'est pas terminé, mais ce qu'on a mis en place en 2 ans, notamment grâce à Jeanne, on en parlait, et toutes les équipes techniques de Paris 2024, on arrive à gérer aujourd'hui des volumes qui sont assez incroyables. On espère en tout cas, on les lance le 10 juillet, mais que tous les parcours spectateurs qu'on va lancer seront utiles et qu'on aura un vrai impact terrain positif. Et puis surtout qu'on sera capable de gérer l'imprévu le jour où ça arrivera, et on sait que ça arrivera. Donc voilà. Super, il me semble aussi que tu m'avais parlé du fait que tu as appris à manager des personnes, des partenaires, la preuve, et également à construire un data model de A à Z. Je te permets de compléter puisque tu les avais pas en tête. Il y a une question qu'on se pose tous, on a dit tu vas te charmer. Tu vas te charmer non pas parce que ça se passe pas bien entre nous, mais parce que d'ici quelques semaines, ton job ne sera plus, en tout cas plus en France. Donc tu avais une mission à obsolescence programmée. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vises pour l'avenir? On a vu que tu avais des nuits compliquées. Est-ce que tu vas te dormir un peu? Ouais, 3 mois, je pense. Non, moi, je finis. Alors, les Jeux paralympiques se finissent le 8 septembre. J'imagine que vous avez tous la date en tête. Mais moi, je finis le 27 septembre. Donc, justement, sur cette partie Legacy, je pense que peut-être certains d'entre vous se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait de autant de contacts? Est-ce qu'on se dit, bah, c'est bon, on ferme Marketing Cloud, Service Cloud, et on n'en parle plus de ces contacts? Bah non, en fait, ça a été prévu aussi alors par des gens bien avant moi, mais on a mis en place des double opt-in, voire même des triple opt-in. On a le CIO, en fait, qui est l'entité pérenne des jeux, et peut-être que certains d'entre vous se sont posé la question, mais je ne travaille pas pour le CIO, mais l'entité pérenne des jeux qui va vraiment faire en sorte que d'une Olympiade à l'autre, on garde voilà, cet héritage et en tout cas toutes les choses bien qui se sont passées. Et là, je pense que quelques millions de contacts, notamment au niveau du CIO, bah, on ne va pas les jeter à la poubelle, donc on a ce double opt-in. Donc moi, je vais travailler justement à faire en sorte que cette base de données, elle continue de perdurer. Aussi sur les entités françaises, on a le Comité national olympique du sport français et le Comité paralympique du sport français, qui sont 2 entités avec lesquelles on travaille, qui vont récupérer aussi une partie de la base de données, donc, et l'IPC aussi, j'ai oublié l'International Paralympic Committee, qui va récupérer aussi une partie de la base de données. Donc ça va être mon taf, et je vous enverrai certainement le dernier email des Jeux de Paris 2024 depuis notre sender. Et ensuite, le 27 septembre, le CRM s'arrête pour Paris 2024. Et après, 3 mois de vacances. Minimum. Bon, super. Je pense qu'on va, juste avant de t'applaudir, on va peut-être prendre une ou 2 questions. Si vous en avez, on ne va pas vous retenir pendant 20 minutes de plus. Est-ce que vous avez des questions pour Julien? Et moi aussi, j'ai soif. Ouais, on a soif. Si on pouvait avoir 2 verres d'eau à la main. Non, t'as pas loin. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est la première. Moi, je vais la répéter. Ouais, c'est la première fois que tu as un contact, parce que vous êtes parti avec rien. C'est la première fois que vous gardez les contacts, puisque vous étiez parti avec une base à zéro. Alors, Tokyo, bon, malheureusement, il n'y a pas eu de spectateurs, mais ils avaient quand même consolidé une base et ils avaient déjà fait du double opt-in. Mais c'est une base de données qui était exclusivement japonaise. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, au début, la base de données, elle est ultra française. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais on se parle de 90 à 100% de la base qui est française. Quand on ouvre la billetterie, là tout de suite on passe sur un ratio qui est du coup un peu plus international. Le problème c'est que les pauvres japonais, le jour où ils ont ouvert leur billetterie, du coup en fait c'était une base de données qui était exclusivement japonaise et forcément avec tout ce qu'on a connu avec le Covid, c'était compliqué pour eux de justement aller chercher des contacts un peu à l'étranger. Donc, en fait, la base de données du CIO aujourd'hui, principalement, c'est des Japonais. Et du coup, maintenant, la base de données Paris 2024 qui est plus internationale. Et c'est aussi, et ça aussi, ça a précisé, la première fois que la billetterie, elle est internationale. D'habitude, il y a 2 billetteries. Il y a une billetterie locale et une billetterie internationale. Pour le coup, le choix de Paris 2024, c'était d'avoir une seule billetterie commune. Merci. Il y a une autre question pour Julien? Non, on va finir alors d'abord par te remercier, mais immensément. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce qu'il vient de faire, c'est plus que venir témoigner une veille de solde quand on a été là. Donc merci une fois.
Ah, c'est vrai. C'est vrai, ou un Black Friday. En tout cas, Et c'est on est important. dans le moment. Et c'est important. Et c'est important. On continue avec tout le monde applaudit Julien. On va dire le mot merci. C'est bien de le faire. Ouais. Et on va passer de l'autre côté ou de l'autre côté. On va se retrouver à l'apéro. Si vous avez des questions à poser à Julien, profitez-en. Tu restes avec nous toute la soirée. On va se restaurer, on va se réhydrater. On a la péniche jusqu'à 1h du matin, si vous voulez en profiter. Merci à tous d'être là et merci pour votre attention. Parce qu'à part au fond, à Pascal et Jessie, j'ai vu que tout le monde était plutôt très attentif. Donc merci encore et à tout de suite. Et à bientôt.